travail qui porte sur le développement d'une méthode d'apprentissage d'une politique de navigation, similaire à celle de conducteurs humains, à partir de démonstrations réelles pour faire de la simulation de trafic. Alors pourquoi chercher à apprendre à simuler un trafic? La simulation de trafic permet de tester un système de navigation de façon quantitative, sans prendre de risques. Concrètement, pour évaluer la performance d'un véhicule autonome, on peut imaginer exporter le modèle de navigation, encore appelé politique, pour le tester en simulation dans divers scénarios et en présence de différents trafics plus ou moins difficiles à gérer. Les épisodes qui seront générés vont ensuite permettre d'établir les faiblesses du système de navigation et de les corriger avant déploiement dans le monde réel. La méthode qu'on veut développer pour tester les performances d'un système de navigation peut se décomposer en plusieurs étapes. La première consiste à choisir le lieu sur lequel on veut simuler le trafic et tester le véhicule. On peut fournir les coordonnées géographiques et l'extension de la zone sur laquelle la simulation va avoir lieu. Ensuite, on va générer un ensemble de scénarios qui se définissent en premier lieu par la position et la destination du système de navigation que l'on veut tester dans cette simulation. Ensuite, on va également définir la configuration, la destination et le type d'agent des véhicules du trafic, et également la fréquence à laquelle ils vont être générés à différentes positions de la carte. Puis, on va lancer les différentes simulations pour un horizon de temps défini, et on va récupérer les différents épisodes, et en particulier la trajectoire du système de navigation qu'on a voulu tester en présence d'un trafic. Les performances du système de navigation, elles s'évaluent à l'aune des statistiques que l'on va obtenir sur les différents épisodes qui reposent sur plusieurs critères. La distance moyenne que le véhicule va garder par rapport au voisin qui se trouve devant lui, le temps qu'il met à rejoindre cette destination, l'accélération moyenne le long de sa trajectoire, le nombre de secondes qu'il passe en dehors de la route, le nombre de règles du code de la route qu'il enfreint, etc. La méthode que je viens de détailler, elle permet d'évaluer de façon interactive les performances d'un véhicule autonome en présence d'un trafic. Donc cette méthode, elle repose principalement sur un simulateur de trafic. Or, pour simuler un trafic, il faut avoir à disposition un ensemble de politiques pour animer chaque agent. Et ces politiques, elles doivent être à la fois réalistes, c'est-à-dire que les agents doivent reproduire des comportements de conducteurs humains, et elles doivent aussi être fiables, capables de généraliser quel comportement adopter dans n'importe quelle situation sans générer de collision et sans enfreindre le code de la route. Et c'est là l'objectif de mon travail, apprendre donc des politiques de navigation qui soient sûres et réalistes. Je vais maintenant préciser ce que j'appelle politique de navigation pour animer chacun des agents de mon trafic. Alors, on peut voir la tâche de navigation comme un processus décisionnel de Markov qui est par ailleurs partiellement observable puisque l'agent ne peut pas observer toute la scène et à horizon infini puisque la tâche de navigation elle n'a pas de durée prédéterminée à un instant. La durée d'une tâche de navigation, rejoindre un lieu, se garer, elle va dépendre du contexte. Donc, plus concrètement, pour chaque agent de la scène, donc ici l'agent rouge, on va lui associer une application Pi qui, pour chaque état du système, va d'abord recevoir une observation qu'il va convertir au moyen de Pi en une action qui va résulter en un nouvel état qui va dépendre de la dynamique du système. J'ai noté T ici. Et cette petite séquence se répète à l'infini potentiellement jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter la simulation. On peut également conditionner la politique
à partir d'une commande pour préciser la tâche qu'on veut accomplir, rejoindre une destination particulière selon un certain chemin. Ici, j'ai représenté un Traffic Free Reference Path que le véhicule va devoir suivre en prenant en compte le contexte, bien entendu. L'observation permet d'encoder le contexte. Elle regroupe différents champs, la configuration de l'agent, sa trajectoire sur les 2 dernières secondes, la configuration également des plus proches voisins et la portion de route dans laquelle l'agent est amené à évoluer dans les prochaines secondes, que j'appelle Lanelet Corridor et qui peut être extrait à partir du format de carte que j'utilise. C'est un format bien particulier connu sous le nom de Lanelet 2. L'action qui va être envoyée par la politique consiste en un déplacement longitudinal et latéral le long de la route de référence à suivre, et ça permet de réduire considérablement la complexité de l'exploration pour la politique lors de l'apprentissage. Alors comment apprendre cette politique de navigation? Alors on peut rappeler 2 méthodes bien connues. Le behavioral cloning ou apprentissage par imitation, qui consiste à régresser la meilleure action à effectuer dans l'état actuel et qui a pour principal désavantage de ne pas être capable de compenser les erreurs de la politique au cours du temps, puisque la politique vient très souvent à visiter des lieux de l'espace état-action non présents dans le dataset, et elle est incapable de généraliser. De l'autre côté, on a l'apprentissage par renforcement, qui lui va avoir pour avantage de généraliser relativement bien, puisqu'il va rencontrer beaucoup de situations différentes durant l'entraînement, mais la principale difficulté, c'est le design de la fonction de récompense nécessaire à l'apprentissage, qui va très souvent induire des biais dans le comportement qui vont rendre cette méthode très difficile à appliquer pour générer des politiques qui soient similaires à celles des humains. Une méthode transverse permet de combiner les avantages des 2 méthodes précédentes, qu'on appelle Adversarial Imitation Learning, qui permet à la fois d'apprendre à partir de démonstrations et à partir d'interactions avec un simulateur, pour que la politique apprenne à compenser progressivement ses erreurs durant l'apprentissage, même dans des situations qui ne sont pas présentes dans le dataset. Et l'un des premiers algorithmes assez connus, appelé Gale, pour le Generative Adversarial Imitation Learning, a déjà montré qu'il était possible d'apprendre des politiques de navigation sur autoroute, mais avec des interactions relativement simples. Avant de détailler la pipeline que j'ai mis en place, j'aimerais entrer un peu plus en détail dans le problème d'apprentissage à partir de démonstrations. Aujourd'hui, les données de navigation sont abondantes. Elles ont été collectées par différentes entreprises comme Waymo, Lyft ou Uber, et il est relativement simple de les décomposer en une séquence d'observation-action. Par contre, le signal de récompense sous-jacent à ce processus de décision n'est pas disponible. Je l'ai noté ici R avec un petit exposant E pour traduire le fait que c'est le signal de récompense qui explique la politique de l'expert. Et c'est là que l'Adversarial Imitation Learning entre en jeu et se différencie d'une technique d'apprentissage par renforcement. L'Adversarial Imitation Learning consiste à apprendre une politique dont la distribution des transitions observation-action est similaire à celle de l'expert. Pour mesurer la similarité notée D entre distributions, on passe par l'intermédiaire d'un discriminateur qui va optimiser soit une F-divergence, comme la divergence de Jensen-Shannon pour l'algorithme Gale, soit une distance entre distributions, comme la One-Wasserstein distance pour l'algorithme Wee-Gale. Concrètement, les algorithmes qui se basent sur la méthode Adversarial Imitation Learning peuvent se décomposer en 3 étapes. La première consiste à collecter en parallèle sur différents scénarios des trajectoires à partir de la politique
en cours d'apprentissage, notées π, θ. Chacune de ces trajectoires va être stockée dans un buffer qui va être utilisé par la suite. Afin de paralléliser les simulations, j'utilise une librairie d'apprentissage par renforcement qui s'appelle RLib et qui permet de distribuer le calcul sur plusieurs machines et d'effectuer différentes simulations dans différents processus de façon très efficace sans rencontrer de problème pour partager les données entre processus. La seconde étape consiste à entraîner un discriminateur qui va avoir pour objectif de distinguer les transitions qui proviennent de l'expert et les transitions qui proviennent de l'apprenti. Les transitions provenant de l'expert sont stockées dans un offline buffer. Une fois que le discriminateur est entraîné, on va pouvoir associer à chaque transition des trajectoires de l'apprenti une nouvelle récompense. Et une fois ces trajectoires mises à jour avec les nouvelles récompenses, on va constituer un training batch qui va permettre d'entraîner la politique. La troisième étape consiste à entraîner la politique à partir du training batch. J'utilise un algorithme d'apprentissage par renforcement qui s'appelle Proximal Policy Optimization et qui permet de ne pas modifier trop rapidement la politique à chaque étape. Cet algorithme se base sur un objectif bien particulier qui utilise un estimateur appelé Generalized Advantage Estimator, GAE. Je vais maintenant vous montrer quelques-uns des résultats d'entraînement que j'ai obtenus sur un dataset bien particulier qui s'appelle Interaction Dataset et qui comprend un ensemble de scènes avec des ronds-points, des intersections, des corridors d'insertion sur des autoroutes, avec beaucoup d'interactions entre les véhicules. Ce dataset a également pour avantage de comprendre des cartes avec un format bien particulier, le Lanelet2 format, qui permet de décomposer le processus de navigation en différentes étapes à partir de portions de route appelées lanelet. Je vais commencer par vous présenter quelques petits résultats sur le dataset d'entraînement avec ce rond-point qui a la particularité de bien montrer les difficultés qu'on peut rencontrer lorsque les intersections ne sont pas protégées par des stops ou par des feux. Alors je vais comparer les résultats que j'ai obtenus avec mes algorithmes Adversarial Limitation Learning, ici Gale, et une baseline en Behavioral Cloning. La baseline en Behavioral Cloning a tendance à dériver dans le temps. Au départ, elle suit assez bien l'expert, puis progressivement elle accumule de l'erreur et elle est incapable de la compenser, alors que de l'autre côté, Gale, lui, est capable de compenser les erreurs au cours de sa trajectoire et à finalement atteindre sa destination sans prendre trop de retard. On voit sur un autre exemple que les algorithmes Gale et WeGale sont capables d'éviter des collisions durant cet épisode, contrairement à la baseline en behavioral cloning qui va entrer en collision avec un autre véhicule. C'est le petit point bleu qu'on peut voir au cours de la vidéo. Sur le dataset d'évaluation qui n'a jamais été vu au cours de l'entraînement, on voit que l'algorithme Gale est capable de généraliser sa stratégie d'évitement en gardant des distances de sécurité avec ses voisins, contrairement à la baseline en behavioral cloning qui va entrer en collision avec un des agents. On voit également que même si on peut toujours rencontrer des collisions sur la dataset d'évaluation avec l'algorithme Gale, Gale reste très peu de temps en collision, cherche donc à éviter le temps passé trop près des autres agents, tandis que la baseline en behavioral cloning, elle, n'a jamais été entraînée à réagir en présence de collision puisque ces exemples-là ne sont pas présents dans la dataset et va donc rester en collision assez longtemps.
Je vais maintenant résumer les principales contributions de mon travail. J'ai implémenté une pipeline pour faire de l'apprentissage à partir de démonstrations avec la librairie Airlib qui permet de faire de l'apprentissage multi-agent massivement parallèle et distribué. J'ai implémenté mon propre simulateur pour générer les trafics en me basant sur le format de carte Lanelet2. Grâce à cette pipeline, j'ai pu comparer les algorithmes se basant sur l'Adversarial Limitation Learning et notamment une version avancée de l'algorithme Gale qui s'appelle Discriminator Actor Critique et un Wasserstein-Gale. J'ai montré que ces algorithmes étaient globalement plus performants que la baseline en behavioral cloning et qu'ils permettaient de généraliser des stratégies d'évitement de collision sur de nouveaux scénarios. J'ai également montré que un action space se basant sur les déplacements longitudinaux et latéraux par rapport à la route à suivre pour rejoindre la destination permettait de réduire considérablement la complexité de l'exploration durant l'entraînement, ce qui contribue aussi à stabiliser l'entraînement, notamment pour ces algorithmes qui peuvent être très instables dans l'autre cas. J'ai ensuite utilisé les données d'Interaction Dataset pour réaliser mes entraînements, ce qui n'avait pas été fait auparavant pour faire de l'Adversarial Limitation Learning.